Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Je vous présente nos excuses. On a quelques minutes de retard, des petits soucis techniques. Le petit test son et image est d'autant plus important ce soir. Donc, si vous pouviez simplement nous signaler son et image OK, que l'on puisse commencer sans plus tarder. On me dit que le son est OK, le son est OK. Est-ce que vous voyez bien la première page de la présentation du webinaire? CAC 40, DAX, MIBIMBEX, stock, où vont les indices boursiers européens? Sont OK, sont OK. Si vous pouviez simplement nous confirmer pour l'image, qu'on puisse commencer sans plus tarder. On va rattraper d'ailleurs ce retard. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Tout est dans le titre. Voilà, webinaire présenté, animé essentiellement par Alexandre Baradez, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et je prends la main, moi, quelques minutes pour vous donner deux, trois infos réglementaires et infos concernant la société pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe IG. Alexandre, excusez-moi, Baradez prend la main pour l'essentiel du webinaire. Il va vous présenter ses perspectives et je reprendrai la main sur la fin du webinaire qu'on puisse faire un point assez technique. Donc, je considère que vous connaissez on va dire la plateforme et les produits. On va voir des points assez techniques sur les différentes manières de travailler les indices avec IG. Le groupe IG en quelques mots, coté à la bourse de Londres sur le FTSE 250 pour ceux qui s'intéressent aux indices UK. IG c'est 400 000 clients à travers le monde, leader mondial de l'investissement en ligne. 50 ans d'expertise à Paris depuis 2007, donc bientôt 20 ans. Peut-être une slide sur le côté avertissement. Je crois qu'Alexandre vous l'a déjà affiché. IG ne propose que des produits dérivés. D'accord, des turbos, des options et des CFD qui vous permettent d'intervenir sur tous les marchés, de l'action, de l'indice, du forex, des matières premières, des cryptos, des taux, des obliques, ce que vous voulez, mais uniquement au travers de produits dérivés. Qui dit produits dérivés dit en général effet de levier. En tous les cas, c'est le cas pour les produits que propose IG. Et il y a de ce fait un risque de perte rapide en capital. Donc attention à ça. Un petit mot sur la régulation. La BaFin pour IG Europe et la CPR en tant que vous que client IG France, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. J'ai terminé pour le petit speech d'introduction. Je passe tout de suite la parole à Alexandre Baradez qui va entrer dans le vif du sujet. Merci à tous de votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à être proactif. Si vous avez des questions, je me permettrai de couper Alexandre. Ça rendra la conférence plus interactive. Merci à tous. Bon webinaire. Merci Nicolas, bonsoir à tous. Rebonjour à certains qui étaient déjà présents pour le live ce matin. Donc voilà et bonjour à ceux qui ne connaissent pas encore. Donc je suis Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le courtier IG depuis maintenant 11 ans, avec une approche qui est assez globalement macro pour ensuite aller sur les graphiques et déterminer les tendances, les points intéressants, les points techniques. Ce soir, on va faire une partie qui sera surtout technique. On va balayer les gros indices européens, les principaux, le CAC, le DAX, le MIB italien, l'IBEX pour l'Espagne, et un petit détour également par l'Eurostock 50, donc pour l'indice un peu global européen, avec l'idée de voir les zones actuelles en faisant aussi le distinguo entre les indices qui sont dividendes inclus, ceux qui sont hors dividendes, ce qui change évidemment l'allure globale de l'indice. Mais sachant aussi que sur les marchés, le hors dividende se traite de la même manière que le dividende inclus et que dans certains cas, vous n'avez même la possibilité de traiter qu'un indice qui est par exemple hors dividende. C'est le cas du CAC 40, on va commencer par lui que vous avez actuellement à l'écran, celui que tout le monde trade de CAC 40, que ce soit via les ETF, soit via les futurs, via les CFD que vous avez actuellement à l'écran, c'est le CAC hors dividende. Et donc, il n'a pas la même allure que le CAC dividende inclus qui, lui, se cote actuellement dans des zones qui sont proches de 20 000 points. Donc, voilà, le CAC hors dividende, c'est le CAC de référence. Mais donc, attention quand on prend des repères comme celui-ci, par exemple, vous voyez où je dézoome fortement le CAC 40 sur une période quasiment historique, en fait, on a tendance à penser, tiens, que les sommets actuels du CAC 40 à 8 000 et quelques sont pas très loin finalement des sommets de l'an 2000, alors qu'en réalité, quand vous incluez les dividendes, on est nettement plus haut que ces sommets-là. Mais pour autant, celui que l'on traite, donc c'est aussi l'objet de ce soir, de faire un point technique sur ces indices-là, c'est le CAC hors dividende. Alors, on va s'intéresser justement au CAC habituel, donc hors dividende, et voir un petit peu sa position technique.
On voit que on est au rebond assez conséquent donc ces derniers mois. Ça a démarré donc en novembre. Toute la partie on dirait préélection américaine, surtout post-élection américaine, hein, qui a généré l'accélération du CAC, l'amélioration aussi du sentiment sur les marchés en Chine. Ça, on a vu que des indices comme le Hang Seng par exemple, hein, l'indice chinois. On va le mettre un petit coup à l'écran pour faire voilà, les parallèles aussi avec le CAC 40. On voit que quand le Hang Seng ici, vous voyez, a commencé à repartir fortement à la hausse, ça s'est fait aussi par plusieurs raisons. Les anticipations à la fois de d'accélération de la tech chinoise via les intelligences artificielles, DeepSeek et autres, mais aussi par rapport à des mesures que la Chine continue d'annoncer. Elle avait déjà commencé à le faire toute l'année dernière, des mesures de soutien économique. On a notamment vu en septembre, donc avant l'élection, que plusieurs grosses annonces de la Chine avaient fait bondir les actions chinoises. Vous voyez ici, gros rebond, c'était retombé et ensuite ça repart une deuxième fois. Et donc sur la dernière vague qu'on a eu ici à la hausse, celle-ci, elle a joué une influence un peu plus importante sur le CAC 40 avec aussi en parallèle, on se souvient en janvier, des annonces de groupes du luxe, notamment Richemont par exemple, hein, groupe de luxe qui n'est pas français mais qui a annoncé une amélioration de ses perspectives sur la Chine notamment, et qui avait même sorti des chiffres hein, qui étaient meilleurs qu'attendus sur la partie Asie, et donc ça avait boosté comme ça un rebond sur la valeur de luxe français ou autre. Donc ce rebond nous a amené proche des records historiques du CAC hors dividende. Et là, on voit que depuis 2 semaines, vous voyez, sur les graphes en weekly, depuis 2 semaines, on est un peu dans le rouge. Pas de beaucoup hein, par rapport au top récent, en tout cas 8200 et quelques. On est un peu dans le rouge parce qu'on a cette volatilité qui est revenue sur les marchés américains pour des thèmes surtout liés à la question de la macro américaine. On avait des statistiques un peu moins bonnes aux États-Unis depuis maintenant une dizaine de jours. Et puis aussi les questions évidemment commerciales. On a eu encore l'exemple aujourd'hui avec Trump qui a hier soir déjà et puis encore aujourd'hui qui a précisé en fait ses intentions par rapport à l'Europe. Alors précisé sans le faire, mais qui a en tout cas donné un montant, un pourcentage de 25% de taxes sur l'Europe. La question, c'est évidemment quelles catégories de produits seront touchées, à partir de quand. Voilà, donc simplement, il a la différence par rapport au foie ne jamais voir le jour. Enfin, hein, c'est évidemment une stratégie de négociation et les marchés doivent composer avec. Pour autant, on est. Alexandre, je me permets de te couper, on t'entend un petit peu moins bien. Je ne sais pas si quelque Ah, chose de. il y a un petit souci, c'est le souci technique qu'on avait tout à l'heure qu'on essaie de régler, donc c'est le casque hein, qui ne fonctionne pas bien. Donc je vais continuer comme ça en montant le son directement du PC pour que vous m'entendiez bien. Voilà, là ce sera un son PC donc hein, je le mets au maximum pour que vous ayez. Le son va être un petit peu dégradé dans les minutes. Donc sans casque directement. Nicolas, n'hésite pas à me dire si c'est vraiment inaudible ou pas. Si je parle comme ça, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Ou est-ce que ça reste limite? Parce que le début c'était super. Là on entend, c'est pas exceptionnel, mais Là voilà, et là ça devrait être trop bon. là c'est super. Soyons. Alors, on va essayer de faire comme ça. Hein. Désolé, ça saute un petit peu. On essaiera de faire avec le son ce soir, qui bouge un petit peu, malheureusement, qui saute un petit peu. On va essayer de continuer Là comme c'est ça. parfait. C'est Super. parfait. Alors, pour revenir sur le Merci. CAC 40, on a donc la trajectoire qui est celle du CAC 40 depuis, vous voyez, maintenant 2020. C'est une trajectoire un peu comme ça en canal haussier, donc avant 2020 et après tout le parcours du CAC post-Covid. On a cette trajectoire-là. On est venu chercher le bas du canal ici, on est reparti. Vous voyez que maintenant le challenge, c'est de savoir à quelle vitesse finalement on va franchir le sommet précédent et continuer à évoluer dans ce canal. Et on voit que le canal, la direction moyen terme qu'il prend, c'est la direction des 10 000 points. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'on est sur ce début de rallye parti pour les 10 000 et de manière assez régulière finalement, comme on peut le voir dans un rallye post-Covid ici de manière très linéaire, ou est-ce qu'on est dans une phase où le bas du canal duquel on s'est un peu échappé ces dernières semaines, est-ce qu'il est complètement derrière nous? Voilà. Et l'idée, c'est de voir si effectivement il n'y a pas à ce stade à court terme, vu qu'on entre dans les phases où les négociations commerciales avec les États-Unis vont s'intensifier, est-ce qu'il n'y a pas un risque que si à un moment donné comme on l'a vu finalement depuis maintenant 2 semaines, les tensions commerciales sont plus fortes, mais également les surprises macroéconomiques soient un peu moins bonnes côté États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné? C'est la volatilité. Je vais prendre le cas du SP500 par exemple en parallèle. Vous voyez, on va prendre le SP500. Si le SP500 dans les semaines qui arrivent retombe par exemple sur le FIBO, vous voyez tout le rallye ici, retombe sur le FIBO 23,6 à 5600 points alors qu'il est à 6000 actuellement. Est-ce qu'un mouvement comme ça de retracement dans le contexte que l'on connaît un peu plus nerveux, est-ce que dans ce cas-là, nous n'aurions pas, pour le CAC 40, une phase également de retracement qui nous amènerait pas forcément beaucoup plus bas par rapport au niveau précédemment touché, mais à retester des niveaux que l'on pensait avoir derrière nous pour de bon. Je pense notamment au bas du canal ici, à 7600 points par exemple, ou dans une zone technique vous voyez, plus ancienne, tout le canal, vous voyez, post-subprime qu'on a ici, c'est un niveau qu'on a beaucoup retravaillé. Alors, on ne s'est pas arrêté pile dessus à chaque fois, mais on voit bien que l'ancienne zone de progression du CAC entre 2010 et le
finalement la partie Covid, c'est désormais une zone sur laquelle on va plutôt avoir tendance à s'appuyer pour aller plus haut. Donc la question c'est voilà, est-ce qu'on n'a pas un risque si la volatilité est un peu plus importante côté US pendant quelques temps, un risque de revenir ici, voire de revenir sur le niveau inférieur, et donc de se rapprocher encore de ces zones 7002, 7003, avant de repartir pour de bon, de manière plus, comment dire, euh, plus tranquille vers la zone des 10 000 points ensuite. Donc, c'est pour moi la seule hésitation qui est à ce stade. C'est pas tellement est-ce qu'on est aujourd'hui, vous voyez, si on dézoome à nouveau le CAC 40, c'est pas tellement la question de savoir si on est en train de former un sommet absolument énorme comme c'était le cas ici en 2000 ou comme c'est le cas en 2007 ici. Évidemment, comme Black Swan, par définition, on ne le voit jamais arriver, donc on ne va pas faire le pari de quelque chose comme ça, sachant qu'il y a quand même eu des épisodes de grosse volatilité sur le CAC 40 assez récents. Le Covid ici, toute la partie 2022 avec la guerre en Ukraine, les confinements en Chine, etc., les banques centrales qui montent très très fortement les taux, vous voyez, ça a quand même été des phases correctives sur le CAC 40 qui ont été quand même très marquées. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé sur les dernières années, c'est pas parce qu'on a pas des bulles comme ça, comme celles qu'on a connues dans les années 2000, que pour autant on a connu un long fleuve tranquille depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a quand même eu des grosses secousses et des grosses phases de volatilité. Donc, il me semble, pas forcément probable, qu'une énorme phase de volatilité se représente, alors qu'on en a quand même connu deux sur les 5 dernières années. Pas aussi forte évidemment que 2000 ou 2007, mais des épisodes quand même de grosse nervosité en l'espace de 5 ans. Donc, il me semble que le risque, on devait le qualifier, c'est plutôt un risque résiduel, mais qui peut quand même être toujours là, mais un risque résiduel de, voilà, peut-être de retracer encore une nouvelle fois vers des zones qu'on a déjà testées auparavant, et qu'ensuite, une fois que les marchés américains auront par exemple été un peu plus volatiles, et donc ils auront purgé cette phase de volatilité, que l'Europe aura purgé aussi un peu en corrélation avec les États-Unis, à ce moment-là, une phase de hausse plus modérée, mais c'est peut-être plus tranquille aussi, vers les 10 000 points. Mais tout va reposer là-dessus. Déjà, est-ce que les États-Unis vont corriger plus fortement? C'est vrai que là, si on regarde le SP500, là on reste sur un graphique en hebdomadaire, vous voyez, on est passé de 6150 à 5009, ça fait 200 points de baisse, c'est même pas 10%. Donc, c'est pas ça une correction. Ça, ce que le marché a fait là ces 2 dernières semaines, il avait déjà fait pareil, même plus, par exemple en décembre, il avait fait bien plus, par exemple en juillet dernier. Donc, c'est pas ça une phase de correction. Une vraie phase de correction au sens où on l'entend, c'est sur toute une vague de hausse, par exemple celle-ci qui est très, vous voyez, très forte à partir d'une impulsion sur les moyennes de prix, c'est de revenir au moins sur un des premiers niveaux de retracement, le 23,6, voire naviguer un peu entre 23,6 et 38,2, et après, par exemple, faire des vagues comme ça un peu latérales et repartir. Vous voyez. Donc la question, elle est là, c'est est-ce que le marché s'apprête à corriger plus sensiblement? Est-ce qu'il a commencé un mouvement qui va se poursuivre dans les semaines qui viennent, et auquel cas, effectivement, nous aurions un CAC 40 probablement plus défensif, un DAX plus défensif, etc., avec tous les éléments, guerre commerciale, ralentissement américain éventuel, les questions de macro européenne aussi. On a une macro économie qui est assez moyenne en zone euro. Est-ce que ce serait donc le moment pour corriger? Mais je pense que pour que l'Europe corrige à nouveau un petit peu, il faudra aussi que les marchés américains corrigent. Et la question qu'on peut poser dans notre sens, c'est et si le SP500 que vous avez actuellement à l'écran, donc si les marchés américains ne corrigeaient pas et qu'ils s'envolaient à 6005, 7000 par exemple, hein, gagnant donc 15% de plus dans les 2, 3, 4 mois qui arrivent. Si nous avions une espèce de FOMO comme ça qui nous amène là, euh, ou pas de FOMO, mais de poursuite de tendance finalement, d'une tendance qui est très marquée depuis maintenant à peu près 2 ans, si cette tendance devait se poursuivre à la même cadence, en fait, avec juste des petites phases correctives, pas très marquées, vous voyez, ou en tout cas marquées, mais qu'à court terme, mais qu'ensuite le marché reprend systématiquement, eh bien dans ce cas-là, 6500, 7000, 7500, ça veut dire que oui, dans ce cas-là, le CAC 40 irait chercher de nouveaux records, se rapprocher peut-être même des 10 000 points, mais la question qui se poserait ensuite, c'est la question d'un excès sur les marchés américains, parce que les valos américaines aujourd'hui, ça on l'a déjà beaucoup expliqué dans les lives qu'on fait régulièrement, c'est des valos qu'on n'a pas connus, ou plutôt les 2 seules fois sur même les 30 dernières années, même les 40 dernières années qu'on a connu une telle valorisation de marché, les 2 seules fois où c'est arrivé, c'était ici post-Covid, et ensuite il faut remonter ici en fin des années 90, début des années 2000, pour retrouver un tel niveau de valorisation, c'est-à-dire de ratio court-bénéfice sur le SP500. Donc, de manière, je veux dire, prudente et raisonnable, ce serait bien que les marchés américains fassent une pause là dans la phase, oui, des gros MACD comme ça en mensuel qui se retournerait un petit peu, un stochastique qui repartira un peu en dessous de 90, vous voyez, et un S&P qui reviendrait chercher les zones, par exemple 5500, 5400, vous voyez, des phases un peu comme ça correctives, et puis on se rapproche un peu des moyennes, donc on baisse aussi les excès techniques, les excès de valorisation également. Ce serait la solution, on va dire, la plus
convenable, le scénario le plus médian pour éviter d'un côté la formation des bulles et aussi faire en sorte que les corrections ne soient pas trop importantes. Si on prend 10 ou 15% de correction sur les marchés américains après de tels rallyes, c'est pas bien méchant par rapport à tout ce que le marché a pris. Donc, il me semble que c'est plutôt ce que nous pourrions, ce que nous devrions avoir pour avoir une question de marché qui s'assainit un petit peu en termes de valorisation, qui se détend un peu en termes de valorisation. Et si ce scénario venait à se produire, je reviens à mon CAC 40 parce qu'on parle quand même bien des marchés européens ce soir, eh bien c'est là que pour moi, il y aurait un risque, pas un gros danger, mais un risque, effectivement, que le CAC ne soit pas déjà en train de repartir vers le haut du canal, qui se trouve actuellement à 9003, et ensuite aller chercher les 10 000, mais plutôt un CAC qui donne l'impression qu'il repart, qui corrigerait à nouveau sur le bas du canal ici, voire ressortir un peu du canal, pour, une fois que tous les indices, grosso modo, auraient corrigé, l'Europe, les États-Unis ou autres, pour ensuite réintégrer le canal et plus, vous voyez, modérément se diriger vers les 10 000 points sur une horizon, par exemple, vous voyez, 2026, 2027. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, ce serait plutôt ça le scénario. Voilà. D'abord un marché qui reste encore dans la zone qu'il connaît depuis maintenant finalement toute la partie 2024, et donc où nous ne franchirions pas avec beaucoup d'accélération le sommet de l'année dernière, où nous resterions finalement au contact ou en dessous de ce sommet, une phase un peu plus volatile, Europe-États-Unis, et ensuite on négocie les questions commerciales, la Chine va un peu mieux, la Chine reprend de l'allant économique, les situations géopolitiques se tassent, etc. Et là, on a toutes les cartes pour filer ensuite, je ne dis pas en ligne droite, mais pour à horizon peut-être 24 mois, se diriger vers les 10 000 points. Donc voilà pour le CAC 40. Et donc le scénario après, il est un peu le même pour tous les indices. Si on prend le DAX par exemple qu'on a actuellement à l'écran, je peux vous mettre en hebdo, en mensuel ou sur différentes vues. Donc ça c'est une vue mensuelle. Donc voilà, les vues mensuelles, bon évidemment quand elles sont en linéaire comme ça, c'est toujours, je dis pas trompeur, mais toujours bien faire attention que les vues court terme ici sur un graphe en linéaire, forcément on a plus de points et on a l'impression que dans le passé, les cours, vous voyez qu'il n'y avait pas de relief ici dans les années 90, alors qu'il y a déjà beaucoup de relief en pourcentage, mais forcément plus vous évoluez dans des points élevés, plus le passé vous semble petit en termes de variation. Donc il faut des graphes en logarithmique pour bien appréhender tout ça. Mais par contre, le linéaire n'est pas c'est-à-dire les graphes que vous avez actuellement à l'écran en linéaire ne sont pas des mauvais graphes dans la mesure où ils permettent quand même de voir sur un passé récent, typiquement ce qui s'était passé par exemple post-Covid, là il n'y a pas besoin d'avoir des graphes en logarithmique pour bien apprécier les mouvements de ici à ici, puis de ici en nombre de points et en pourcentage, et de bien se rendre compte que les écarts de moyenne de prix en pourcentage réalisés ici, ce sont désormais les mêmes écarts que vous avez ici en pourcentage entre les moyennes de prix long terme et les cours actuels ici. Vous voyez la 50 et la 100 mois, on avait les mêmes types d'écarts post-Covid. Donc vous voyez, on revient dans ce raisonnement à la fois de la valorisation aussi. On rappelle que le DAX aujourd'hui, je ne l'ai pas fait pour le CAC 40, mais je peux le faire maintenant. Le CAC 40 aujourd'hui, le ratio court-bénéfice du CAC 40, c'est 16,5 fois les bénéfices. Le ratio court-bénéfice du DAX, c'est 18,6 fois les bénéfices actuellement. Et si on compare ça avec le ratio court-bénéfice du SP500, pas les ratios court-bénéfice anticipés, mais le ratio court-bénéfice réalisé, on est aux États-Unis sur un SP500 à 27 fois les bénéfices. Donc, on a quand même un DAX qui aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques temps encore, avec cette accélération absolument verticale qu'on a eue ces 2 derniers mois, on a des multiples de valorisation qui font que le DAX aujourd'hui est devenu un des indices les plus chers en Europe, si ce n'est le plus cher, en termes de multiples de valorisation dû à plusieurs raisons, les questions d'anticipation de relance en Allemagne, ça va un peu mieux sur la Chine, le DAX en bénéficie aussi. Les États-Unis, jusqu'à présent, ont une économie très résiliente. Les Allemands exportent désormais plus vers les États-Unis que vers la Chine, donc le marché salue tout ça. Donc vous voyez, le marché a salué toutes les bonnes nouvelles en fait. La Chine qui va un petit peu mieux, les États-Unis qui restent solides, etc., etc. Et puis le potentiel de relance de l'Allemagne, surtout avec un très faible taux d'endettement. Donc c'est ça qui fait qu'on a un marché aussi, et puis la géopolitique aussi, la géopolitique à l'Est qui semble se détendre, ça a aussi largement profité au DAX. Mais maintenant, la question de la soutenabilité du mouvement. Quand vous avez des mouvements qui sont plus seulement haussiers, mais qui deviennent exponentiels, chaque fois que des exponentiels se dessinent sur les indices, ça soulève des questions sur la soutenabilité. Mais c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, par rapport au marché américain ou autre, si nous devions rentrer à présent dans une correction des marchés américains, il serait étonnant que, même si les marchés européens ont été nettement surperformants depuis le début de l'année par rapport au marché américain, s'il y avait vraiment une secousse plus marquée ou plus durable sur les marchés américains, pendant quelques semaines par exemple, avec des baisses de 5, 10, voire 15%, dans ce cas-là, je ne vois pas par quel miracle le DAX resterait perché au-dessus de cette zone de canal, et selon moi, il devrait au moins venir chercher le haut du canal, voire réintégrer quelque temps le canal avant de ressortir par le haut. Voyez. Donc là aussi, on ne peut pas dire avec certitude, oui, je suis certain que le DAX va retomber ici ou ici avant de repartir. Mais c'est plutôt de regarder d'abord côté États-Unis, voir ce qui se passe là-bas,
que font les indices, est-ce qu'ils sont haussiers, baissiers, et le jour où ils baissent, sur un jour, 2 jours, 3 jours, ce qu'on a vu par exemple ces derniers jours, quel est le degré de sensibilité de l'Europe? On a vu que sur le DAX, effectivement, la sensibilité était plus faible. On a quand même eu, vous voyez, un DAX qui a cessé de marquer des records depuis quelques jours, au moment où les marchés américains ont commencé à être plus nerveux, mais c'est pas des grosses corrections. Je veux dire, le Nasdaq, il a bien plus baissé que le DAX. Le S&P, il a plus baissé que le DAX, par exemple. La question, c'est est-ce que ce qu'on observe sur quelques jours, si les marchés américains devaient être plus baissiers, plus fortement et plus durablement pendant, je sais pas, 3, 4, 5 semaines, par exemple, consécutives, est-ce que le DAX pourra rester à consolider près de son sommet, ou est-ce qu'il n'y aura pas une phase de rappel à un moment donné où on ira chercher les 21 000, c'est-à-dire le haut du canal, voilà, que je vous montrais ici. Est-ce que c'est pas ça qui nous attend? Moi, ça me semblerait assez logique. Hein. Si les marchés américains réellement corrigé plus fortement, je vois pas comment, même s'il y a un peu de surperf, on porte de la surperf en négatif. Un marché, par exemple, qui fait -10, et l'autre à côté, par exemple, le marché européen qui ferait, entre guillemets, que -7 ou -6. On peut faire de la surperf, même si une vague de volatilité s'installe, par exemple. Mais par contre, considérer que le DAX peut faire plus 10% si les marchés américains font -10, ok, l'année dernière, il y a un sacré écart de performance entre les deux marchés, mais voilà, quand il y a vraiment une volatilité qui est un peu plus présente côté États-Unis, je ne parle pas d'une volatilité sur 1 ou 2 jours, hein, mais quand c'est vraiment des cycles comme ça correctifs de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, habituellement, les marchés européens, ils sont quand même sensibles. Donc voilà, moi je considère qu'on a atteint un degré de maturité sur les marchés américains qui font que désormais ils peuvent effectivement consolider un peu plus, corriger un peu plus. Donc l'idée c'est qu'effectivement cette phase-là accélérante, à un moment donné, trouve un point un petit point de retracement. Et voilà. Mais à tenter d'un point de vue trading, c'est vrai que c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que là, on voit aujourd'hui, on avait vu cette zone hein, où on est retombé, par exemple, on va faire un petit peu de trading court terme. Vous voyez, ce matin, on avait pardon, oui, c'est ça. On avait eu le plus bas intraday ici. On voit que dans la journée, le marché est retombé. Voilà, ça pour du trading intraday, c'est une alerte. Les scalpers ont pu s'amuser un petit peu sur cette phase-là. Mais vous voyez qu'actuellement, on repasse un peu au-dessus de l'ancienne zone de support ici qui avait déclenché, vous voyez, le premier test et la cassure. Donc, quand on a shorté, par exemple, par là et qu'on revient par là, on fait un peu attention à ses positions. Mais dire donc quoi, il faut plus shorter, il faut plus. Non, l'idée c'est de considérer que si effectivement, et on parlera pas des marchés américains aujourd'hui, mais si la vol est plus importante, bah voilà, un retour par exemple plus bas intraday, si le S&P ce soir corrige, ou le Nasdaq, ou demain, et vous voyez que le DAX retombe sur son plus bas intraday, par exemple à 22 400, en même temps que les marchés américains corrigent, l'idée c'est bien d'aller chercher derrière le retracement aussi sur l'Europe, d'abord le plus bas précédent, 22 100, et ensuite le côté technique un peu plus large, c'est-à-dire hein, la vue hebdomadaire avec le haut du canal dans la zone des 21 400 points. Voilà pour l'Allemagne. Enfin, un petit point donc sur le MIB maintenant. Alexandre, je te coupe parce Oui, que c'est vrai qu'on a une question, oui. on va dire un peu contraire à ce qu'on a l'habitude de dire et d'entendre. Et si les indices européens poursuivent leur hausse, est-ce que cela pourrait pas entraîner les indices US avec, plutôt que Alors, l'inverse? Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, enfin, moi, je l'ai rarement observé, ça, dans l'histoire des marchés, si vous voulez. Il y a, effectivement, sur les 20 dernières années, beaucoup plus d'années où les marchés américains ont surperformé les marchés européens. Et de temps en temps, c'était plus vrai d'ailleurs, plus vrai entre 2000 et 2010. Il y a eu au moins 4 années sur les 10, ou 4 ou 5, il faudra revérifier, où l'Europe a surperformé. Mais quand elle a surperformé, ça n'a jamais été des pourcentages délirants. C'était du 4, 5, 6% sur l'année complète. Euh, pour moi, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir un effet d'entraînement. Par contre, la question qu'on peut se poser, je réponds donc à la question. Hein, pour moi, non, j'ai pas ce sentiment que l'Europe, parce qu'elle irait plus haut, pour entraîner les marchés américains. C'est plus l'idée que est-ce qu'à un moment donné, certains investisseurs ne considéreraient pas qu'il y a une forme de risque sur les actions américaines s'ils estiment c'est une hypothèse hein, que j'évoque, mais ils estiment que la politique menée par Trump et son administration, les coupes qui peuvent être un peu importantes dans les budgets, le renvoi de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires, si ça continue à cette cadence-là, ça va faire plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'aura pas un effet sur le moral des Américains finalement et où les effets souhaités par Trump seront d'abord des effets un peu de contraction de l'économie avant que les bénéfices finalement des réductions de coûts, des réductions de budget ou autres ne soient bien perçus par le marché. Donc c'est ça que je me pose une question. Et est-ce que ça, effectivement, à un moment donné, l'Europe deviendrait une sorte un peu d'oasis, un peu de refuge où on irait chercher la stabilité, là où les actions américaines seraient plus volatiles. C'est peut-être ça qui ferait à un moment donné que l'Europe pourrait se performer si le risque était perçu comme étant un risque d'ordre plus politique aux États-Unis, avec effectivement des ambitions de coupe budgétaire trop fortes, limite récessive. Donc quand on coupe des budgets, si vous coupez 1000, 2000 milliards de dépenses budgétaires, bah, c'est plein de gens en face d'entreprises contractantes ou autres qui n'ont plus ces budgets, qui n'ont plus ces commandes, etc. Donc ça peut effectivement créer une situation de
ralentissement économique. Et à ce moment-là, peut-être que les investisseurs diront, bah, tiens, on va temporairement un peu plus sur l'Europe parce que c'est bon, même si c'est pas une croissance délirante là-bas, si ça reste mou, mais c'est quand même plus stable à un moment donné. Donc voilà, selon moi, c'est plus ça que nous pourrions voir si nous avions par exemple des marchés US qui, enfin vous voyez, pour moi c'est pas l'Europe qui entraînerait le marché US, c'est si éventuellement l'Europe était surperformante par rapport aux US, ce serait plus à un moment donné par rapport à un risque US perçu qu'on verrait moins en Europe. Voilà, pour moi c'est ça l'idée. Mais là, la question court terme, c'est quand même c'est les taxes commerciales. Vont-elles voir le jour? Ne vont-elles pas voir le jour? Tant qu'on n'en sait rien, ou de manière précise, est-ce que l'Europe peut rallier plus fortement? Je ne sais pas trop. Mais par contre, et je vais poursuivre le raisonnement avec le MIB, si par contre vos horizons d'investissement sont des horizons un peu plus moyen terme, le MIB italien, vous voyez qu'on est actuellement à l'écran, donc là c'est un indice hors dividende, hein, vous êtes actuellement à l'écran, mais et c'est le scénario qu'on décide maintenant depuis 2 ans, c'est de considérer que le potentiel de reprise que vous avez ici va nous amener à chercher le sommet d'avant la crise, je dis bien pour le hors dividende, hein, qui est actuellement à l'écran, à 40 500 points. Et à plus moyen terme encore, plus long terme, on ira chercher même les niveaux des années 2000. Donc vous voyez, l'idée que le MIB, d'un point de vue purement graphique, c'est que le bottom réalisé de manière très très lente, hein, au fur et à mesure des crises, subprime, crise de la dette en zone euro, crise des émergents ici, crise Covid ici, etc., etc. Vous voyez, on est repassé au-dessus des moyennes de prix mensuelles. Ça s'est fait de manière très progressive. Vous voyez, avec des tentatives ratées, mais à chaque fois, on ne retombe pas plus bas ou beaucoup plus bas que les niveaux précédents. Donc, ça forme vraiment une base sur laquelle on s'appuie et on repart comme ça. Donc, je ne crois pas on va monter en ligne droite comme ça, mais l'objectif quand même à moyen terme, c'est bien effectivement d'aller chercher un 44 000 ou un 45 000 points sur le MIB et ensuite un 50 000 points. Donc, vous voyez, par rapport au niveau actuel, ça vous donne après les perspectives qu'on peut avoir. Hein, c'est quasiment encore, je ne dis pas du 50% de hausse, c'est exagéré, mais un bon encore 30% de hausse à anticiper. Pour moi, c'est sur les 24 prochains mois qu'on devrait voir ça. La seule question que je me pose aujourd'hui, un peu comme le CAC ou le DAX, le MIB, il a quand même très belle allure, et ça, c'est un indice qu'on défendait pas mal, hein, depuis 2 ans maintenant, on était très bullish là-dessus, donc tant mieux. La question de même si l'Italie, par rapport aux taxes commerciales, peut-être moins impactée, il y a beaucoup de banques dans le MIB, des entreprises pas forcément exportatrices ou autres, mais s'il y avait un petit retour temporaire de la volatilité en Europe, est-ce que les bougies qu'on a actuellement là, du mois en cours, qui est vraiment très verte, est-ce que la bougie de mars, par exemple, si les taxes entrent en application, que Trump menace et met en exécution ses menaces sur les questions commerciales, est-ce que la bougie après peut pas être une bougie rouge qui vous ramène en gros des 38-39 000 à par exemple 36 000, vous voyez? Et comme ça, on forme, comme on l'a fait là, des espèces de paliers, on monte, palier, mais toujours en montant quand même vers les 50 000. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit en train de former un sommet par là pour ensuite aller beaucoup plus bas derrière. Mais je vois pas non plus d'arguments qui plaiderait tout de suite pour un 30% l'espace de, je sais pas, de 6 mois ou 8 mois, 30% de hausse pour aller rallier les 50 000 points qui serait donc la zone record hors dividende touchée avant la bulle Internet des années 2000. Voilà. Donc je suis quand même très bullish sur le MIB, sur des horizons, vous voyez, qui dépassent quand même les 12 mois, hein, c'est des 12-24 mois, mais pas des horizons de 5 ou 10 ans, vous voyez, c'est plutôt comme des horizons pas trop lointains, mais avec des petites interrogations court terme, voilà. Hein, si on doit payer du MIB maintenant, mettre dans son plan de vol quand même que des risques de pullback, vous voyez, sur les anciennes zones ici de résistance qui ont cédé, si vraiment il y a un choc marché, pas un choc, c'est pas le mot, mais une phase de volatilité un peu intense à un moment donné sur les marchés mondiaux, impulsé par Trump, par les questions commerciales, ce genre de choses. Voilà, c'est là qu'on peut avoir des phénomènes de pullback un peu violents qui vous ramènent 10% plus bas sur le MIB, vous voyez, 10% plus bas, voire entre 10 et 15, c'est à mettre dans son plan de vol. Mais je vois pas par contre de risque beaucoup plus baissier, vous voyez, de choses qui nous ramèneraient vraiment là-dessous à 30 000 ou l'indice, le MIB, je rappelle, il est très peu cher, hein, il reste encore actuellement entre 10 et 11 fois les bénéfices, vous voyez, donc bien moins qu'un DAX à quasiment 19 fois les bénéfices, et nettement moins qu'un CAC à 16,5, quasiment 17 fois les bénéfices. Mais ça a toujours été le cas aussi, hein, c'est historique, le MIB a toujours été un indice peu cher. Mais il y a beaucoup de banques là-dedans, les banques se comportent très bien, et les indices sectoriels de banques, tiens, je peux vous en mettre un à l'écran, là on a tous les instruments à disposition, je ne vais pas faire trop long, mais vous voyez si par exemple je prends un indice sectoriel des banques, par exemple, on va prendre le 600, donc c'est l'indice européen des banques, hein, 600 banks, voilà, vous l'avez ici, hop. L'allure long terme, elle n'est pas déplaisante du tout. Et si on se dit, bon, parce que les banques ont encore du jus, parce que c'était comme 2 ans de très très belle performance pour le secteur bancaire en Europe, vous voyez, si vous dézoomez le graphique comme ça des banques en Europe, vous voyez qu'on a, moi j'ai fixé, donc quand on était dans cette phase de hausse ici, on disait, voilà, l'objectif qu'on a pour les 12 à
24 prochains mois, c'est de rallier les anciennes zones de résistance, vous voyez 2015 ici et 2010 ici. Non seulement on y a été, on passe même au travers. Et donc, c'est des signaux très encourageants d'un point de vue technique. Sauf que le rallye, vous voyez, il devient impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues, une, deux, une ici très forte, et encore une, celle-ci qui devient vraiment exponentielle. Et c'est là que je me pose la question. Vous voyez, on arrive toujours au même raisonnement mais est-ce que cette tendance, on peut encore la soutenir comme ça, verticale, pendant des... Et moi, je ne pense pas. J'ai le sentiment qu'on est quand même... Le rallye était quand même particulièrement costaud sur les banques. Pendant 2 ans, c'était quand même un des secteurs quasiment les plus performants de tous les secteurs en Europe. Il a même fait mieux que le luxe ou autre sur les 2 dernières années. Donc, à un moment donné, c'est oui, il faut rester investi parce qu'il y a vraiment une phase de reprise qui semble vraiment avec du momentum sur du moyen terme, mais le risque de pullback me semble s'accroître de jour en jour. Il y a un pullback vers quoi? Pullback vers les anciennes zones que vous avez ici, et ici, vous voyez une sorte de marche arrière comme ça, ou à un moment on fait un petit creux comme ça, on bâtit sur la zone et on repart pour le nouveau rallye. Mais peut-être avec une pause ou une grosse mèche et on reprend comme ça, ou un truc plus lent, mais on viendrait quand même se poser là-dessus, faire un peu d'hésitation et repartir. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'on soit en train de transpercer la zone ici pour filer en ligne droite comme ça sur toute la phase. Ce serait un rythme trop rapide par rapport aux données macro qu'on peut avoir actuellement et surtout par rapport à l'énorme performance qu'on a quand même observé sur le secteur bancaire européen depuis 2 ans. Donc voilà, ça c'est le genre d'argument où ça reste favorable à moyen long terme, mais à court terme, du pullback serait même le bienvenu, j'ai envie de dire, pour voilà, refroidir un petit peu le sentiment, mais pas dans le mauvais sens, pour éviter la surchauffe. Hein, voilà, plutôt dans ce sens-là, pour éviter la surchauffe, hein, pour retrouver des niveaux où on se pose. Et donc, si vous avez ce genre de phase-là, le MIB italien que vous avez derrière, oui, il fera aussi une pause de peut-être 5-10%, peut-être un poil plus, mais qui ne sera pas une pause malsaine, pas un truc dangereux, juste on fait des tours en arrière, quelques bougies mensuelles qui hésitent pendant quelques mois, et après on reprend la tendance, une fois que tout a purgé un peu partout, dans les 50 000. Mais la tendance pour moi, elle est clairement bullish. Hein. Moyen terme, c'est bullish, direction 45 à 50 000 sur le milieu. Et si on prend le l'IBEX, et après je fais juste l'IBEX et l'Eurostock 50, et je m'arrêterai là, l'IBEX que l'on retrouve ici, donc ça c'est pour l'Espagne, là aussi, vous voyez, la reprise est très très belle parce que c'est un indice qui était vraiment en souffrance, le l'IBEX, hein, qui était même devenu totalement inintéressant pour plein de gens. Il ne faisait que baisser, toutes les tentatives de rebond étaient systématiquement renvoyées sous les moyennes de prix mensuelles. Et puis à un moment donné, voilà, on part au-dessus et puis vous voyez, on fait pas des creux qui se redressent. Vous voyez, un creux moins bas que le précédent et celui-ci, et puis celui-ci, et puis celui-ci, vous voyez, jusqu'à un moment donné où ça accélère vraiment verticalement. Donc, ça, c'est un pattern graphique qui est très positif à moyen terme. L'objectif, 15 000, 16 000, sur l'accomplissement, sur la finalisation de cette vague-là. La question, c'est le rythme de progression de la vague. C'est est-ce qu'on y va vraiment en ligne droite? Et là, alors, si on est haussier sur les marchés, si on est toujours à long, évidemment qu'on ne peut que souhaiter ça, que le marché ne fasse que monter en ligne droite. Mais si on souhaite que l'IBEX aille en ligne droite ici, ou que le MIB qu'on a vu avant aille en ligne droite en l'espace de quelques mois, reprenne 20 ou 30% quelques mois, ça veut dire qu'en face, le risque c'est quoi? J'en reviens toujours à ça, c'est que des indices américains qui sont déjà nettement plus chers et avec des allures beaucoup plus haussières, eh bien, fassent des performances similaires, des 20 ou 30% de plus. Et si vous avez un 20 ou 30% de plus là, dans les quelques mois qui arrivent, ne serait-ce qu'un 20% en 6 mois ou 8 mois sur le SP500 sans correction, vous retrouvez à ce moment-là les niveaux de valorisation en 6 mois. Si on passe donc de 20%, ça fait quoi? Ça fait 1200 points de plus. Donc si on arrive en gros à 7200 points ici dans les 2 trimestres qui arrivent, 2 à 3 trimestres, vous allez donc retrouver des valorisations, des multiples de valorisation aux alentours de 26-27 fois les bénéfices, c'est-à-dire exactement ce que nous avions au pic ici de valorisation du SP500. Je parle bien du SP, hein, pas du Nasdaq qui était beaucoup plus en termes de valo. Je parle du SP500 en 2000, sa valo maximum, court bénéfice, c'était, bénéfice anticipé, hein, c'était 27 fois les bénéfices. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. On se dit, mais non, c'est vraiment une exagération complète en 2000. Non, si le SP500 fait 20% de plus de performance, il retrouve les niveaux de multiples qu'il avait juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Vous voyez, donc, c'est pour ça qu'on ne peut, moi en tout cas, que souhaiter que ce marché fasse une pause à un moment donné. C'est que si la cadence se maintient à ce rythme-là, c'est l'appel à des multiples qui nous rappelleront des souvenirs peu engageants. Et puis, encore une fois, l'histoire se répète. Hein. Chaque fois qu'on pense que, mais non, c'est un nouveau paradigme, on change d'époque, etc., chaque fois, les forces de rappel ont été brutales. Hein. C'était le cas post-Covid ici, c'était le cas évidemment au monde des subprimes, évidemment le cas ici. Chaque fois qu'on se dit qu'on est dans une nouvelle ère, l'ère de l'intelligence artificielle qui va, etc., on pense la même chose à l'époque d'Internet.
Oui, Internet est resté et a cartonné. L'IA va très très probablement être là pour rester et pour cartonner. La question, c'est la vitesse de pricing des choses. À quelle vitesse on price par rapport aux vitesses de déploiement des technologies, la rentabilisation de ces technologies, la concurrence. La Chine est dans le jeu, l'Europe est dans le jeu aussi. Voilà. Et tout ça peut poser question à un moment donné sur les valos des marchés américains. Et je trouve que ces questions se posent maintenant d'ailleurs. L'émergence chinoise, la concurrence IA, l'émergence surprise de l'Europe aussi là-dedans, ça, c'est des concurrents pour les groupes américains qui dépensent des sommes absolument astronomiques. Et donc, voilà, le CAPEX, à un moment donné, ça compte aussi, ce qu'on dépense et à quelle vitesse on rentabilise. Donc pour moi, et je vais terminer avec l'Eurostock 50 maintenant, c'est donc, ce serait sain que les marchés américains corrigent un peu maintenant. Voilà. Et s'ils corrigent un peu, quand je dis un peu, 10-15%, c'est cet endroit-là, vous voyez. Dans ce cas-là, que fait l'Europe? On en revient au même point. Regardez l'Eurostock 50, vous l'avez actuellement à l'écran, il a. Je vais reprendre la main. J'ai l'impression qu'on a perdu Alexandre. Bah écoutez, il restait plus grand chose. Je suis désolé pour cette fin un peu tragique, dirons-nous. Mais je vais reprendre la main. Il lui restait deux trois minutes. Peut-être qu'il va nous rejoindre. En tous les cas, moi ce que je voulais aborder avec vous, puisque effectivement ce soir le sujet c'était les indices. Avec IG, vous travaillez des indices de trois manières différentes. Vous allez pouvoir les travailler au travers d'options, d'accord, au travers de Turbo et au travers de CFD. D'accord. On va regarder ce soir le CFD parce que c'est le produit majoritaire qui est le plus traité, on va dire, par nos clients, et c'est le produit sur lequel vous avez le plus grand nombre d'indices. Ce qui est important de savoir, quand vous travaillez des indices, notamment en CFD, on va mettre du DAX par exemple, vous le tradez depuis plusieurs plateformes. Vous allez le trader, là ce que vous voyez, c'est la plateforme IG. Vous allez pouvoir le trader depuis la plateforme Pro Real Time, TradingView ou MT4. Donc en gros, vous avez accès à quatre plateformes à votre disposition. Je vais passer plutôt sur le compte de démonstration plutôt que sur le compte réel. Hop, alors la démo, elle est ici. Donc là, on y est. On avait dit du DAX. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir quand vous faites de l'indice, vous cliquez ici, vous avez les différents contrats. Allemagne 40 au comptant, 1 euro, 5 euros, 25 euros. D'accord? On est exactement sur les mêmes niveaux, sur les mêmes indices. OK? C'est simplement la taille du contrat qui change. D'un côté, vous allez gagner ou perdre 1 euro à chaque fois que le cours il évolue de 1. De l'autre, vous allez gagner ou perdre 5 euros à chaque fois que le cours il évolue de 1, ou 25 euros à chaque fois que le cours il évolue de 1. Ok, donc ça c'est assez, on va dire quelque chose d'assez logique. On est sur les contrats au comptant, d'accord? Contrat au comptant, ça veut dire petit spread plus des frais de financement si vous êtes en position la nuit. Ok, ce que je voulais aborder avec vous ce soir, ça c'est important, c'est que vous n'avez pas que les contrats au comptant. Là, on est sur du CFD qui réplique le contrat cash. Vous pouvez maintenant être sur du CFD qui va répliquer le contrat à échéance. Donc là, il n'y a plus de mini-contrat, il n'y a plus que le 5 euros et le 25 euros. Vous voyez, et là, on est sur des contrats à échéance, donc ça reste du CFD, mais qui va répliquer la cotation du contrat futur. Quelle est la différence? La différence déjà, c'est que vous avez une échéance sur votre position. Vous le voyez ici, ticket info échéance. En général, hein, c'est le troisième vendredi du mois, hein, les échéances des contrats sur indice. OK. Et l'autre différence, c'est que le spread, vous allez voir, il est plus important. D'accord? Vous payez un spread qui est plus cher. En contrepartie, vous n'avez pas de frais de financement
si vous êtes en position la nuit. Ok, ça c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est su de manière naturelle. Ok, donc la grosse différence entre les deux contrat cash, petit spread, plus frais de financement si vous êtes en position la nuit, contrat à échéance, vous payez un plus gros spread. Par contre, vous n'avez pas de frais de financement si vous êtes en position la nuit. Donc Alexandre vous parle assez peu hein, d'analyse intraday, hein, ce qui est tout à fait entre guillemets normal. Donc si vous avez vous des objectifs d'investissement plutôt moyen long terme, jetez un coup d'œil ou swing, hein, jetez un coup d'œil sur les contrats à échéance en termes de tarification, ça peut être plus intéressant pour vous. Autre chose que je voulais vous montrer qui est assez peu su, on va dire, de ce que je vois, c'est ici la possibilité de rentrer de manière un peu chirurgicale dans le marché. Tout en bas à gauche, vous avez un bouton, hop, ah bah vous le voyez ici, il est là, paramètres. Voilà, paramètres. Et en bas de paramètres, vous allez pouvoir afficher l'option position forcée sur le ticket d'ordre, afficher les options de cours et d'exécution sur le ticket. Par défaut, c'est pas ticket. Je vous invite à le ticket. Et ici, vous allez pouvoir choisir quand vous entrez au marché, soit vous allez rentrer ici au prix du marché, soit vous entrez sur un ordre différé, donc vous allez renseigner un niveau de prix sur lequel vous souhaitez entrer dans le marché. Mais quand vous souhaitez entrer au marché, vous allez pouvoir choisir différents types de cours. Et je m'arrêterai là, je ne vais pas vous noyer trop d'informations, c'est pas l'objectif de faire un tour de plateforme, mais c'est des tips qui sont quand même intéressants. Au marché, vous renseignez une quantité, vous voulez 50 lots, vous êtes exécuté. OK, euh, peut-être pas sur le prix auquel vous avez cliqué, si vous êtes notamment sur des grosses tailles de position. On est quoi? Oui, on est sur du 25 € le point. Là, on est à 30 millions d'euros dans le marché. Donc, ça commence à faire de la grosse prise de position. Vous voyez, on va prendre une position de 5 millions dans le marché, 250 € le point. Vous tradez sur un marché qui est un peu volatile. La probabilité que vous soyez exécuté sur 22 592,6, elle est assez faible. Donc là, vous allez être exécuté de manière complète sur votre position à un prix moyen. Peut-être que ce sera 22 594 ou 95. Vous voyez, si vous voulez pas, vous avez la possibilité de cliquer sur actuel ou meilleur. Actuel ou meilleur, vous êtes exécuté au prix que vous propose le marché ou mieux. OK? Il n'y aura pas d'entre-deux. Si on peut vous exécuter que à 0,1 point au-dessus, l'ordre il est refusé. On va vous dire le prêt a bougé, merci de ressaisir votre position. Donc typiquement pour les scalpers, ça peut être intéressant. Vous voyez, si vous êtes exécuté 0,5 au-dessus et que 0,5 points c'est votre objectif de gain, c'est un peu bête. Donc deuxième solution, actuel ou meilleur, ordre au marché, où vous avez un entre-deux, écart prix max autorisé. Vous voyez, vous pouvez dire, bon bah voilà, je suis conscient que le marché il est un peu tendu en ce moment, je vais être exécuté le mieux possible, mais par contre, j'ai pas envie de descendre dans le carnet sans savoir exactement un prix moyen d'exécution. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre en écart prix max autorisé et nous donner une tolérance en disant, bon bah voilà, moi je veux acheter du DAX sur le prix sur lequel je clique, mais par contre, je vous donne quand même une tolérance de 2 points. Donc vous êtes exécuté, vous savez que vous serez exécuté au maximum à 22 596, hein, 96 plus 2. Vous voyez, c'est un peu comme un ordre entre l'ordre au marché et l'ordre limite, si vous voulez. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui n'est pas forcément su. Vous avez également ici une dernière chose, des questions qu'on me pose souvent et ensuite je vous laisse vaquer à vos occupations. La différence entre position forcée et compensée. Position forcée, on ouvre systématiquement une nouvelle position, d'accord? Donc là, j'achète 10 lots sur le DAX, même si je suis short de 5 lots dans le marché, je vais quand même ouvrir mes 10 lots à l'achat. Compenser, un achat clôture une vente clôture un achat. Donc si là, j'achète 10 lots sur le DAX, si j'avais déjà des positions short, ça va me racheter mes positions short et ouvrir ensuite avec le reliquat les nouvelles positions. OK? Donc voilà les deux trois petits tips que je voulais vous apporter. Si vous avez des questions techniques, plateformes, des choses qui vous manquent en termes de sous-jacents, etc., n'hésitez pas à nous faire des demandes par mail, nous passer des coups de téléphone. On s'adapte assez facilement. Merci de votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. À bientôt. Au revoir.